Bonjour tout le monde. Très content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce déjeuner causerie. On a le plaisir d'accueillir Jean-Marc Arbeau, qui est le président et chef de la direction de CDPQ Infra. C'est votre première visite à notre tribune, M. Arbeau. Vous êtes un ingénieur, vous avez été formé en France. Vous étiez le directeur général adjoint de CDPQ Infra depuis la création en 2015, donc vous étiez là dès le départ et vous avez succédé à Maquital comme président et chef de la direction en janvier dernier. Donc, ça fait quelques mois à peine. Depuis 15 ans, la Chambre de commerce est très, très mobilisée en faveur du transport collectif. C'est un message très clair qui est venu de la base d'affaires il y a longtemps, à l'effet que le transport collectif dans les villes modernes est essentiel. Le déplacement rapide, fluide des travailleurs est clé. Ça contribue non seulement à l'efficacité de la base économique, mais ça contribue à la qualité de vie et donc à l'attraction aussi et à la rétention de tous ces travailleurs dont on a besoin. Ça fait longtemps aussi qu'on a découvert que, contrairement à une époque où on disait on va développer un coin de la ville, et éventuellement, quand il y aura des entreprises, quand il y aura de l'activité économique, il y aura du transport collectif. On le sait aujourd'hui, le paradigme a changé. Si on veut développer un coin de ville économiquement, bien, dès le départ, les entreprises vont dire comment mes travailleurs vont-ils venir, comment je vais pouvoir attirer des jeunes dans mes installations. Et donc, très rapidement, maintenant, on se dit le déplacement des travailleurs, le transport collectif doit être vu en même temps qu'on planifie du développement économique. Ça explique donc que la Chambre, depuis plusieurs années, soutient les grands projets de développement, de déploiement de transport collectif, incluant le REM. Le REM, dès le départ, nous avons identifié ça comme étant une solution extrêmement innovante, très, très structurante pour la région de Montréal. Le REM qui relie enfin notre aéroport, enfin relie dans quelques temps notre aéroport au centre-ville, qui va vers la rive sud via le pont Champlain. Bref, pour nous, c'était une solution innovatrice extrêmement nécessaire. Est arrivé le projet du REM, qu'on va appeler le REM de l'Est, qui est arrivé récemment sur l'écran radar public. Ça correspond à une demande qu'on fait depuis des années, qui est de déployer vers l'est de la ville des équipements lourds de transport collectif. Ça manquait. Et donc, dès le départ, dès que ça a été annoncé, nous avons souligné à la fois le caractère structurant essentiel du REM de l'Est. Maintenant, il y a des discussions dans l'espace public. On aura l'occasion d'en parler. Donc, je suis très heureux. On va avoir un échange. Avant cet échange, je vous prie de regarder avec nous un court vidéo et dans quelques minutes, j'aurai l'occasion de m'entretenir avec Jean-Marc Arbeau. Le réseau Express métropolitain est un projet de métro léger automatisé en pleine construction dans le Grand Montréal. Le projet est planifié et réalisé par CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Au total, le REM comptera 26 stations accessibles universellement. Elles seront situées sur l'île de Montréal, la Rive-Sud et la Rive-Nord. Une station desservira l'aéroport Montréal-Trudeau et 3 stations seront connectées au système de métro existant de Montréal, soit la ligne bleue à Édouard-Montpetit, la ligne verte à McGill au cœur du centre-ville et la ligne orange à Bonaventure connectée à la gare centrale. Le tracé du REM sera à la fois en surface, aérien et souterrain. Il sera en surface principalement le long de l'ancienne ligne de train de Deux-Montagnes. Les infrastructures de l'ancien train seront complètement modernisées pour accueillir un nouveau système de métro léger. Il sera aérien sur le pont Samuel de Champlain, dans le sud de Montréal, ainsi que dans l'ouest de l'île. Et enfin, il sera souterrain, au cœur du centre-ville dans le tunnel centenaire du Mont-Royal. Il y aura aussi un nouveau tunnel construit pour relier l'aéroport au reste du réseau. Le REM est le premier réseau de transport 100% automatisé dans le Grand Montréal. Il n'y a pas d'opérateur à bord des voitures. Le REM sera entièrement géré par un centre de contrôle. Son automatisation comporte de nombreux avantages. Le système offre sécurité et fiabilité pour l'usager. Vidéosurveillance, système de détection d'intrusion sur les voies, assistance, système de porte palière s'ouvrant seulement lorsque le train est en station. Le REM est conçu pour assurer la sécurité de tous. Le REM est caractérisé par sa haute fréquence de service. Sur le tronçon central, les rames circuleront toutes les 2,5 minutes aux heures de pointe et aux 5 minutes hors des heures de pointe. Cette fréquence peut être augmentée dans le futur à des passages à toutes les 90 secondes selon l'évolution de l'achalandage.
La construction du REM progresse rapidement dans le Grand Montréal. Plusieurs infrastructures sont en pleine construction. Le projet représente entre autres 67 km de voies, 26 stations, 2 centres d'entretien, 14 stationnements incitatifs, 3 stations connectées au métro de Montréal, dont l'une est parmi les stations les plus profondes en Amérique du Nord, plus de 18 km de structures aériennes, 3,5 km de tunnels à construire en direction de l'aéroport et 5 km de tunnels à moderniser. Le premier segment du REM sera en service en 2022 entre la Rive-Sud et la gare centrale. Le REM est le premier projet de CDPQ Infra. Planifié en l'espace de 2 ans et maintenant en construction, le REM est caractérisé par son exécution rapide et efficace. Cette efficacité permet déjà à CDPQ Infra de planifier les suites du projet dans le Grand Montréal. Le REM de l'Est est présentement en phase de planification détaillée. Avec ces 2 projets, le REM pourrait totaliser à terme 99 km de voies et représenter la plus importante infrastructure de transport collectif jamais réalisée au Québec. Alors, merci pour cette vidéo. On va avoir l'occasion d'en discuter, on va parler du REM de l'Est, mais avant, je trouvais que c'était important, on va parler du REM lui-même. J'aimerais revenir d'abord sur une première question. Notre historique au Québec en termes de transport collectif en est un, je pense, de grande ambition. On a réalisé de grandes choses. Mais dans les années plus récentes, c'était difficile. On arrivait avec des projets qui aboutissaient pas. La ligne bleue, ça fait longtemps qu'on en parle. On semble y arriver bientôt, mais je veux parler aussi du SRB P9. Des voies réservées pour autobus, ça va nous avoir pris 23 ans à peu près entre le moment où on a parlé au début puis après ça, l'arrivée. Donc, je reviens, vous êtes là depuis le début sur CDPQ Infra, le REM. Peut-être dans votre vision à vous, quel est l'intérêt pour la Caisse, pour CDPQ Infra, d'être dans la business du REM? Pourquoi est-ce qu'un fonds de pension qui investit fait lui-même un projet comme celui-là? Comment vous voyez ça? L'idée, c'était sur les 2 mandats de la Caisse, qui sont un, d'aider le Québec, puis 2, le développement, puis c'était aussi d'être capable de pouvoir créer nos propres projets en infrastructure et de les développer. Ça, c'est à l'origine, quelque part en 2015, où CDPQ Infra a été créé. Après, il y a tout le développement du projet et comment mettre en place ces projets-là, qui est un autre sujet. Mais à l'origine, c'était vraiment pour avoir une maîtrise des projets d'infrastructure greenfield, comme on dit. Je trouve ça important parce que ces temps-ci, on voit presque des procès d'intention sur pourquoi la Caisse fait ça, comme si à certains moments, c'était presque par un objectif de faire de l'argent. Or, il y a la mission sociale, évidemment, la mission de développement économique, il y a un besoin réel. Vous avez trouvé une façon de répondre à un besoin réel en développant votre expertise et en desservant la communauté qui avait ce besoin. Et peut-être, je le dirais candidement et avec admiration, en brisant ce cycle où on avait l'impression qu'un projet, définitivement, ça devait dépasser les échéanciers, ça devait dépasser les budgets. En fait, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'on va respecter les échéanciers dans le cas du REM? Comment vous voyez ça avec la pandémie qui est arrivée et tout ça? L'année dernière, ça a été une année difficile. On a eu quasiment une tempête parfaite entre la présence d'explosifs centenaires dans le tunnel Mont-Royal, la COVID, différents autres éléments qui ont fait l'année difficile. On a beaucoup travaillé, on a annoncé des échéanciers, donc notamment sur la Rive-Sud, pour mettre en service l'été prochain. Où on en est aujourd'hui? Sur la Rive-Sud, on a un test track, une piste d'essai j'appelle ça une piste d'essai, mais c'est 5 km quasiment. Puis ça fonctionne. La semaine dernière, je l'ai pris en mode automatique à petite vitesse. Il y a des trains qui roulent en mode automatique à petite vitesse sur 5 km. Puis cette semaine, on vient de commencer les tests en mode manuel cette fois-ci, mais à haute vitesse. Puis dans les 2 prochaines semaines, on va commencer des tests en mode à haute vitesse, soit à 90-100 km/h, en mode automatique. Donc, 3 ans plus tard, on a démarré en 2018 la construction.
On a le chantier de la Rive-Sud la piste d'essai sur la Rive-Sud, où on a 25% des trains qui sont reçus, ça fonctionne. Donc on vise toujours l'été prochain. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça prend du travail? C'est sûr. Mais ça va bien. On avance dans l'ensemble. Je ne veux pas vous mettre trop dans le coin, là, mais l'été prochain, juste pour tous les jeunes qui nous écoutent, au début de l'été ou à la fin de l'été? Non, c'est pas la réalité. Aujourd'hui, sur le projet, il y a probablement au moins 3000 personnes qui travaillent juste à Montréal. Je compte juste à Montréal, directement impliquées dans le projet, sans compter les autres, tout ce que ça génère autour. Mais 3000 personnes travaillent directement sur le projet. Moi, j'y suis présent sur le projet tous les jours. Puis il n'y a pas une journée où ce n'est pas le cas. Ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde, tous ces gens-là, ils mettent beaucoup de cœur, de travail, d'effort, de tout ce qu'on veut, là, soit des ouvriers aux ingénieurs, etc., pour qu'ils soient prêts, puis qu'ils soient prêts le plus tôt possible. Okay. Maintenant, il y a des aléas. Et la COVID, on en voit, j'aurais juste dire quelque chose, la COVID, on voit une chose, on a des mesures sanitaires, on voit tous ces impacts-là. Mais en réalité, ça va plus profondément que ça. S'il y a un sous-traitant qui fabrique des pièces préfabriquées, puis qu'il y a un cas de Covid dans son usine, ben, il faut qu'il retarde l'usine, il faut qu'il ferme l'usine, qu'il enlève non plus une personne, tout le groupe, 10, 15 personnes. Puis ça, c'est à grande échelle sur le projet. Ça, réellement, ça prend des efforts et de l'anticipation au quotidien pour tenir ça. C'est très bon de le rappeler. C'est vrai qu'on a tendance à penser que la COVID, ça nous implique juste des masques et 2 mètres de distance. Mais pas juste ça. Ça implique dans toute la chaîne d'approvisionnement des incertitudes. Peut-être juste, parlons de ces incertitudes. Vous avez parlé de la dynamite centenaire. Évitons là, les inconnus comme celle-là, mais dans l'ensemble, diriez-vous que le budget est en contrôle, que les coûts sont en contrôle? Avez-vous l'impression que malgré toute cette incertitude, ce risque associé à la pandémie, ses effets, que dans les faits, on va s'en tenir à peu près au budget qu'on a anticipé? Oui. Oui. Dans l'ordre de grandeur par rapport à ce qu'on peut habituel sur ce genre de projet majeur. Quand même probablement un des 10 plus grands projets dans le monde de ce type-là qui soit en réalisation. Oui, la réponse est oui. On contrôle ça, on le suit au quotidien, on a des négociations. Encore une fois, est-ce que c'est facile ou pas? Non. Est-ce qu'on négocie avec les entreprises? Oui. Mais oui. Okay. Il n'y a pas de... c'est rassurant. Donc, on a parlé, dans le fond, coût, délai. J'aimerais vous entendre sur l'analyse que vous faites de l'achalandage éventuel. Encore une fois, un effet imprévu de cette pandémie, c'est imprévu en fait. Pendant la pandémie, on l'a tous vu venir, mais avant, on ne le voyait pas. C'est cette importance accordée maintenant au télétravail, au modèle de travail hybride. Si on est dans le business du transport collectif, évidemment, l'achalandage, c'est clé. On va vouloir que les gens l'utilisent. Comment vous regardez vos modèles présentement? Est-ce que vous planifiez des baisses d'achalandage, des baisses durables ou juste dans les premiers mois? Si ça repart dans un an sur la Rive-Sud, comment vous voyez ça? Difficile de prévoir. Sur le long terme, non. Pour nous, on prévoit que, vous l'avez dit en introduction, le transport collectif, c'est clé au fonctionnement d'une métropole et à son développement économique. Donc, sur le long terme, on ne prévoit aucune baisse d'achalandage. Les études actuelles, qu'est-ce qu'elles donnent? Elles donnent qu'à peu près 40 à 50% des gens qui utilisent le transport collectif l'utilisent pour aller au travail. De ce pourcentage-là, il y a à peu près 20% sur des études, pas de nous, là, mais d'autres groupes qui disent qu'ils vont peut-être faire plus de télétravail. Donc, impact global de la combinaison, à peu près 10% de l'achalandage à court terme. D'un autre côté, on regarde par exemple le développement immobilier qui s'est fait autour du projet. Il s'est fait pour presque 5 milliards d'investissements
autour des stations du projet REM alors qu'il n'est pas encore en service. Ça, c'était des perspectives qui étaient... C'est quasiment comme si on a fait ces 3 dernières années, là, une grande partie de ce qui était prévu se faire sur 10 ou 20 ans. Donc, ça va avoir un impact sur l'achalandage. On l'évalue, plus 10, plus 20%. C'est là qu'on en est. Ça veut dire que oui, il y aura un impact. Je pense que raisonnablement, on ne peut pas penser qu'il n'y aura pas un impact, mais il va être sur le court terme. C'est intéressant ce que vous dites sur ce développement qui a lieu autour des stations du REM, qui est vraiment du développement, je dirais, anticipé, mais qui se produit très, très rapidement parce que pendant longtemps, on le disait, le transport collectif doit être une forme de colonne vertébrale du développement immobilier, ce qu'on a appelé les TOD, donc construire à proximité et non pas faire des immenses stationnements à proximité des stations. Et ça se produit. Et donc, encore une fois, dans la logique, puis on va arriver au REM de l'Est bientôt, dans la logique de ces terrains dans l'Est où on voudrait générer de l'activité, on voit déjà dans le REM ou le REM de l'Ouest et de la Rive-Sud, on voit déjà cet impact se matérialiser. Les développeurs sont au rendez-vous et voient la valeur. Peut-être une dernière question avant qu'on passe au REM de l'Est. Vous êtes dans le chantier de ce REM actuel. Quelles leçons vous en tirez que vous avez déjà en tête pour le REM de l'Est? Quels sont les apprentissages que vous avez faits, il y en a peut-être plusieurs, dans l'exercice actuel? Peut-être répondre avec, pas sur vraiment le détail, mais revenir un tout petit peu en arrière. Quand on a lancé le projet, il n'y a même pas 2018, ça fait 3 ans, où le développement du projet, c'était il y a 5 ans. Comme vous l'avez dit en introduction, ça fait des décennies qu'il ne s'était pas réalisé aucun projet au Québec de majeur de cette envergure-là. Et puis, on a lancé ce projet-là. C'est clair qu'il y avait un terroir d'éducation, de compétences, etc. Mais il n'y avait pas vraiment tout un réseau d'entreprises qui avaient l'expérience dans le transport en commun et la réalisation de ce type de projet. Aujourd'hui, puis c'est une chose que je trouve qui est vraiment important de redire, on a développé, on a servi de catalyseur. C'est pas CDPQ Infra, on n'a pas développé réellement, mais on était de catalyseur qui a permis de cristalliser de nombreuses compétences à Montréal, au Québec de façon générale, d'expérience, entre guillemets, dans ces grands projets. L'exemple, c'est Alstom a fait son centre de système de contrôle, signalisation pour toute l'Amérique du Nord à Montréal. Ça vient du projet REM, de ce qui s'est cristallisé autour du projet REM. Donc en fait, je vois plutôt sur le projet de l'Est, c'est ça qui est important. On a créé tout un réseau, il s'est recréé, tout un réseau de compétences, etc. Puis ça va donner une continuité. Donc pour moi, la leçon, c'est peut-être, projet de l'Est, ça devrait être plus facile que le premier projet du REM. Donc, projet de l'Est, vous le dites bien, le REM a servi à aider à faire éclore cette compétence québécoise, ces entreprises d'ici. Et là, arrive donc cette possibilité de dire, il y a un besoin criant dans l'Est, on a une solution qui est très, très performante, ou en tout cas, on l'anticipe, qui est le REM, appliquons-la dans l'Est. Alors, regardons un peu ce REM de l'Est. Ma première question, vous avez choisi un tracé. Vous l'avez choisi partant du centre-ville, longeant le fleuve à plus ou moins de distance, éventuellement se séparant une branche vers le nord de l'île, dans l'est, et une branche qui continue vers l'est. Comment s'est arrêté, là, on n'est pas obligé de parler du coin de rue spécifiquement, mais comment s'est arrêtée la décision de se tracer? Dans le cas du REM de l'Ouest ou du REM de la Rive-Sud, bon, il y avait un pont Champlain, il fallait passer dessus. Il y avait un aéroport à rejoindre et il y avait carrément des voies qu'on a identifiées, qu'on peut utiliser. Donc, dans l'Ouest, on avait déjà des balises sur le tracé qu'on pouvait choisir. Comment vous l'avez abordé pour l'Est de Montréal? Pour l'Est de Montréal, ce qu'on a fait, c'est l'approche qu'on a. Puis
En fait, on l'avait déjà, mais ça a été on a moins expliqué pour le premier projet du REM, parce qu'on a regardé de nombreuses variantes dans le premier projet du REM. Mais l'approche, la première chose qu'on a fait, c'est un diagnostic du territoire. Quels sont les points attractifs qui génèrent des déplacements? Les hôpitaux, les écoles, les parcs, l'ensemble. Puis après, on a fait toutes les études de mobilité. Comment est-ce que les gens bougent? Où est-ce qu'ils travaillent? Comment ils se déplacent? Etc. Puis on a regardé les corridors possibles où le projet pouvait être réalisé. Mais on a regardé 10, 12, en réalité plus que 10, de différents corridors et configurations. Comment rentrer dans le centre-ville de Montréal? Qu'est-ce qui peut être fait? Puis après, on fait des études multicritères sur chaque projet, des études d'achalandage, regarder les différentes technologies, parce qu'on a simulé l'impact, les liens entre différentes technologies pour choisir une technologie. Puis on a regardé tout ça, puis à la fin, on a un projet de référence qui devient celui qui remplit le mieux pour nous, dans ces grandes lignes, parce qu'on va en reparler, j'imagine, mais il y a d'autres phases à venir, mais qui remplit le mieux les objectifs et la connectivité et les besoins de l'Est de Montréal. Dans les discussions que j'ai vues sur la place publique, une qui m'a beaucoup étonné, c'est tous ceux qui disent le REM va venir cannibaliser d'autres infrastructures de transport collectif parce qu'il est en parallèle. Et ce qui m'a bien surpris, c'est que dès qu'on regarde le reste de la planète, les grandes villes, on s'aperçoit que tu as des tissus de transport collectif parallèles partout. On regarde la carte de Paris, on regarde New York, on regarde partout dans le monde. Personne ne se dit « Oh, ça va se cannibaliser ». Tout le monde se dit « Non, ça va accroître l'intérêt d'utiliser le transport collectif ». Peut-être juste qu'on comprenne bien, parce que je vois bien, quand vous montrez vos cartes, comment l'interaction entre le REM et le reste du réseau est important. Peut-être répondre à ces questions, à ces gens qui ont l'impression qu'on va cannibaliser le réseau de transport existant. Non, et puis vous l'avez dit en introduction, on a vraiment la même vision. Moi, je n'utilise pas toujours colonne vertébrale, mais je dis le système de transport, c'est comme un réseau sanguin pour alimenter les différentes cellules et puis donner du vivant et amener de l'oxygène un peu partout. Il y a des artères, des artérioles, des veines, il y a différents niveaux. Donc, ce qu'on essaie, dans le développement, on regarde l'ensemble du réseau et comment on peut améliorer les flux, la fluidité, les temps d'accès, les vitesses d'ensemble. Mais c'est toujours complémentaire. C'est-à-dire qu'une artère qui va transporter des centaines de milliers de personnes ou éviter beaucoup de kilomètres automobiles comme l'on fait sur la REM de l'Est, il faut qu'elle soit connectée à d'autres réseaux. Il faut qu'il y ait puis tous les types de réseaux de transport. Parce que c'est ça qui fait du sens. Donc, oui, il y a peut-être une ligne où il y avait un autobus qui passait pour aller d'un point A à un point B. Cet autobus, il va être redéployé pour donner plus de fréquences, se connecter aux stations et, en fait, améliorer l'offre globale en transport en commun. Un projet, là, il y a un impact. Le projet du REM préalable, c'est clair, sur la ligne bleue, les connexions, accès au centre-ville, ça donne un véritable impact. Arrivons plus près d'un sujet délicat. Oui. Moi, j'ai passé la dernière année comme président de Chambre de commerce à me faire dire par des gens, vous devriez contester telle décision de santé publique ou telle décision de santé publique. Et ma réponse était souvent, on a une expertise comme Chambre de commerce, mais on n'a pas l'expertise de la santé publique et nous n'avons pas contesté les décisions de santé publique, même si parfois, évidemment, il y a des gens au milieu des affaires qui pouvaient avoir des commentaires critiques. Récemment, on a vu tout le monde s'improviser ingénieur en disant au centre-ville, on devrait pouvoir tout faire ça en souterrain. Et j'ai eu des pressions, encore une fois, pour dire Michel, va expliquer pourquoi ça peut pas être pourquoi ça devrait être en souterrain. Et mon réflexe a été de prendre contact avec des gens de la CDPQ en disant, CDPQ Infra, en disant expliquez-nous donc pourquoi ça ne peut pas être en souterrain. C'est quoi les enjeux qui font que naturellement l'option souterraine que tout le monde peut-être voudrait, mais qu'elle est
irréaliste. Alors, peut-être je vous donne l'occasion de nous expliquer là, simplement, de façon accessible, pourquoi le souterrain, ça ne peut pas être retenu? C'est quasiment, façon simple, sans schéma, c'est pas si évident que ça. Mais c'est pour rentrer au centre-ville de Montréal. Centre-ville de Montréal a un historique. Il y a des lignes de métro qui se croisent, pas à la même hauteur. Il y a une géométrie de la ville, de la nature des sous-sols, des égouts centenaires, différentes, beaucoup de choses. La 720. Puis quand on regarde comment rentrer dans le centre-ville, puis il y a des contraintes quand on fait un système, même en souterrain. Il y a des choses à respecter, fondamentales en termes de proximité lorsqu'on creuse avec un tunnelier. Il y a aussi des pentes minimum pour un système de train qu'il faut respecter. Ce genre de choses-là fait qu'à la fin, il y a juste, si on voulait rentrer au souterrain à Montréal, il y a une solution théorique. Rentrer très, très profond. Puis arriver avec des stations qui sont à 60-80 mètres de profondeur. Puis à ce moment-là, toutes les études qu'on a faites montrent vraiment que les études d'achalandage, elles s'effondrent. Parce que ça devient très complexe et lourd pour les gens. Il y a une perte de temps importante qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc oui, on peut toujours autrement rentrer. Non, c'est pas des projets qui sont contrôlables, entre guillemets. Il y a pas juste un risque. On peut toujours dire, ah, celui-là se résout. Oui, mais quand on réalise quelque chose puis qu'on se retrouve avec 10 risques majeurs, on n'est plus dans le même niveau de probabilité. Il y a des chances importantes que le projet ait, je ne devrais pas dire des chances importantes, mais il y a des risques réels que le projet, que ce genre de projet reste immobilisé, dure des années, ne se déroule pas. Enfin, parvenir dessus, mais c'est vraiment... Puis, encore une fois, ces études-là, ce n'est pas juste des études de CDPQ Infra, on a des tierces parties, des ingénieurs externes qui regardent, on a des avis, des opinions. On va les rendre publics parce que c'est réel, ce n'est pas une volonté particulière de faire autrement. Je pense que vous avez déjà mis le doigt sur une partie de la réponse. Je pense qu'il est de rendre public tout ça. Des gens nous ont dit on va être prêt à accepter à la Thomas. Si on voit, on croira. Donc, peut-être que la prochaine étape, c'est effectivement de rendre tout ça le plus accessible possible. Je crois que la Caisse n'a jamais voulu cacher des choses, mais je vous dirais que dans ce dossier-ci, les gens ont un appétit de voir et de savoir. Je vous amènerai sur un deuxième élément de réponse qui a été apporté dans la discussion. Richard Bergeron, qui est un ancien élu à la Ville de Montréal, fait la promotion d'une entrée de surface, donc qui dit qu'on comprend et on accepte les contraintes en souterrain. Maintenant, l'enjeu visuel en aérien nous inquiète. Pourquoi ne le ferions-nous pas en entrée de surface avec un REM qui ralentirait, donc qui se transformerait presque en tramway comme on voit dans des villes européennes et qui pourrait même continuer un peu plus à l'ouest au centre-ville pour faire en sorte qu'on n'ait pas un terminus super achalandé à Robert Bourassa. Donc, je veux juste vous poser la question, est-ce qu'un REM de surface par opposition à aérien ou souterrain, ce serait envisageable? La réponse n'est pas simple. Finalement, un REM de surface, ça devient un tramway, si jamais c'est un tramway. Puis là, la vitesse est impactée. Qu'on le veuille ou non, ça impacte la vitesse. On l'a regardé pour le projet de l'Est, on a simulé des tramways études d'achalandage. L'achalandage s'effondre parce que les gens ne l'utiliseraient pas. Ça fait des temps d'accès de quasiment 1 heure pour aller, ou plus d'1 heure pour aller se rendre au centre-ville. Dans la partie, donc, un système de ce genre de système-là, il y a des interfaces avec les rues, n'importe quel système. Ça limite la capacité. Ça veut dire, ça fait
pas sur une courte distance, ça c'est l'argument qu'il donnait, ça ne change pas beaucoup de temps de parcours, oui. Par contre, ça limite la fréquence et la capacité avec laquelle on peut faire passer des trains. Donc, ça limite la capacité globale du système. Donc, quand on fait ce genre d'investissement, puis qu'on se lance en tant que société dans des projets de ce type-là, ben, il ne faut pas limiter la capacité. Je donne juste une anecdote parce que c'est quand même récent. J'ai été très impliqué dans le projet à Vancouver. Dans sa phase de réalisation, on critiquait, c'était très critiqué la capacité, puis qu'on n'arriverait jamais à avoir l'achalandage prévu, etc. Là, finalement, on a été obligé de racheter des trains, d'augmenter la fréquence, et heureusement que la technologie le permet, parce que c'est même pas 10 ans plus tard. La mise en service pour les Jeux Olympiques, c'était il y a 10 ans. Donc, ça a des impacts autres. Donc, c'est ça, dans le fond, je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est le train, l'arrivée en surface, parce qu'il faut ralentir, réduire la fréquence, réduisant la fréquence, ça réduit la capacité, puis éventuellement, exactement, on l'a vu, puis on le voit sur la ligne orange, quand le citoyen utilisateur a l'impression que c'est toujours bondé, il devient frustré rapidement. Donc, c'est intéressant. Alors, si on admet que les études qui vont être rendues publiques sur l'impossibilité en souterrain vont convaincre tout le monde. Si on admet que les exigences de fréquence font que ça ne peut pas être en surface, ça devient aérien. Alors là, aérien, évidemment, on le voit, les gens sont inquiets. Que ce soit ceux qui sont dans l'aménagement urbain, le design, les gens évoquent le boulevard métropolitain. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir. Le boulevard métropolitain, c'est hyper large, c'est du béton, c'est pas la même chose. Mais des gens évoquent aussi le REM de l'Ouest en disant, ou le REM dans sa partie ouest en disant c'est massif, c'est devant les fenêtres, c'est pas très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-ci qui va rassurer ou qui va illustrer à travers un processus ce que pourrait être un REM aérien dans son entrée au centre-ville? Beaucoup de choses. La première, c'est on rentre dans cette étape-là du projet. C'est-à-dire qu'on a fait ce que j'ai expliqué avant, définir les grandes lignes d'un projet. Puis on est bien conscient, et c'est important, je le dis encore une fois, pour nous, de réussir l'intégration au centre-ville. Là, dans 1 ou 2 semaines, plus, on va annoncer le comité de gouvernance qui va gérer avec le gouvernement, la ville, etc., l'ensemble de tout ce qui est architecture et intégration urbaine pour ce projet-là. Dans le même temps, on va donner les rapports techniques via ce comité de gouvernance. Puis ensuite, avec leur aide, et on a déjà commencé à travailler, mais on va travailler sur toute cette intégration architecturale et urbaine. Puis c'est une opportunité pour réinventer certains boulevards, réinventer certaines configurations. Et on va le travailler et on va le rendre de la même façon public, avant le processus du BAP, là, qui devrait démarrer au premier trimestre de l'année prochaine. Ça, c'est vraiment clé dans le développement là, et la mise en place de tous ces systèmes-là. Puis, on parlait avec beaucoup de gens pour dire, on est vraiment dire oui, on peut réussir cette intégration-là. Oui, il faut la réussir. Puis, elle va aller un peu plus loin parce qu'il faut la réussir. Nous, ce qu'on développe actuellement, ce qu'on va développer, c'est sur cette architecture qui va se développer tant par intégration avec le public qu'avec ce comité de gouvernance. On va la développer jusqu'au niveau 30% détaillé. Ce que je veux dire, c'est ce qui va être réalisé sera connu avant qu'on passe en mode réalisation et sera vu et présenté au public. Peut-être parce que je suis curieux et je suis un visuel. Je me dis souvent, s'il y a une place dans le monde qui vous inspire, s'il y a un endroit où on peut avoir une idée de ce que ça pourrait avoir l'air, est-ce que vous avez une ville ou un lieu où on a construit? Il y en a beaucoup, des villes, là.
Il y a une longue liste. On en a donné pas mal publiquement. Il se passe des nouveaux projets aussi à Toulouse. Il y a différentes... on travaille... Je n'ai pas vraiment envie de donner une... On a montré beaucoup publiquement, mais sur le fond, on développe deux choses en même temps. L'architecture, l'intégration urbaine. On travaille aussi de façon très détaillée, puis pas, sur les structures et qu'est-ce qu'on peut développer et continuer à innover dans ce domaine de structure-là. Donc, je ne voudrais pas laisser une image qui ne soit pas l'image qu'on mettra publiquement à un moment donné. Effectivement, si je vois une image, puis j'imagine que ça va être ça, après ça, je pourrais toujours m'y référer, mais j'ai vraiment l'impression, cela dit, que les villes du 21e siècle, les villes modernes n'auront pas tout en souterrain et qu'il va y avoir donc de l'aérien bien fait dans les villes du 21e siècle. On en voit en Europe, à Toulouse, ils ont des projets, en Espagne, il y a différents projets qui se font. Puis il y a... Comme vous le dites, la ville du 21e siècle, il y a une chose dont on est certain, là, c'est que les rues, on ne peut pas les développer, on ne peut pas les agrandir dans les villes. Ce n'est pas possible. Donc, l'essentiel, c'est lié à un système de transport collectif. Puis, c'est un bon exemple, finalement, l'histoire de l'accès souterrain. Il y a un historique dans les villes. Puis, certaines fois, elles n'ont pas vraiment été conçues pour prévoir ça dans le futur. Donc, moi, oui. Effectivement, on va en voir et de plus en plus. Brièvement, vous l'avez abordé tout à l'heure, la question de l'approvisionnement. Vous avez dit qu'il y avait un écosystème qui était moins présent auparavant d'expertise ici, de capacité. Ça s'est construit, ça s'est bâti en accompagnant le déploiement du REM actuel. Peut-être pour des entreprises qui nous écoutent, juste leur donner un peu d'échéance dans leur esprit. À quel moment vous pensez que des fournisseurs d'ici pourraient être interpellés par le projet du REM de l'Est dans votre cycle de projet? Le cycle de projet, on prévoit ce qui est donné pour l'instant. Ce qu'on regarde, c'est vraiment un démarrage de réalisation en 2023. 2023. D'accord. Donc, et à ce moment-là, ben, les processus seront clairs et tout le monde pourra s'y retrouver clairement. Oui. On s'entend. Bon, peut-être quelques questions encore. D'abord, évidemment, quand vous dites on est en train de faire le REM dans l'Ouest, le REM sur la rive sud, vous arrivez dans des temps records pour notre historique de construction. En fait, ce n'est pas vrai. Dans les années 60, on construisait des métros très rapidement, mais après, on a, semble-t-il, perdu la recette. Et 60 ans plus tard, maintenant, on l'a retrouvé, comment on fait ça rapidement et comment on fait du beau rapidement. Maintenant, ça donne des idées. On l'a vu, REM sur la rive sud, REM sur la rive nord, REM de Laval. La question, elle est en deux. D'abord, il existe une autorité régionale qui, normalement, devrait être dans le business de planifier tout ça. Et deuxièmement, vous, comme organisation, vous êtes aussi possiblement à planifier, éventuellement voir si ça vous intéresse. Comment ça se passe présentement quand tout le monde lève la main et dit « je veux mon REM dans mon coin » du point de vue de la caisse, du point de vue de CDPQ Infra, est-ce que vous les examinez, ces projets, déjà? Est-ce que vous êtes capable d'imaginer en faire plusieurs de front? Comment vous travaillez ça, ces demandes-là de REM additionnels? Oui, ça fait beaucoup de questions en une seule question. Il y a un petit peu, on va les prendre une par une, mais est-ce qu'on regarde ces projets-là? Oui. Je veux peut-être faire un petit rappel. L'entente qui a conduit à la création de CDPQ Infra entre la Caisse des dépôts et le gouvernement, c'est que le gouvernement nous demande d'étudier des problématiques de transport, non pas simplement on va d'un point A à un point B, mais plutôt est-ce que vous avez des recommandations pour un certain nombre de projets et de simulations. Donc, comme j'ai expliqué avant, on regarde d'une façon générale les projets. Après, il faut bien entendu qu'ils répondent aux critères de la Caisse de dépôt, qui sont connus, mais aussi de tout le monde sur le long terme. Donc oui, on regarde des projets à Laval, oui, on regarde des projets sur la rive sud, puis on amène nos compétences. C'est parce qu'un peu la particularité de CDPQ Infra, c'est qu'on a regroupé
c'est pas un peu, c'est une chose un peu unique, c'est qu'on a toutes les compétences liées à un projet regroupées dans la même entreprise. Puis ça, c'est vraiment important. Avec les autorités, on travaille de façon régulière sur le projet de l'Est. On a des réunions hebdomadaires, de la même façon avec la RTM, avec la STM, avec la ville de Montréal, avec le gouvernement du Québec. On a vraiment ces réunions pour reprendre, amener les projets. Puis les projets, ce n'est pas comme s'ils n'étaient pas planifiés, ils sont là depuis longtemps. Qu'il y a une problématique de transport en commun sur la rive nord, oui. Qu'il y ait une problématique encore de transport en commun sur la rive sud, oui. Est-ce que à la fin, c'est un projet qui peut être fait par CDPQ Infra ou pas? Ça, c'est différent. Mais de regarder cette problématique-là, on la regarde avec les autorités concernées. Donc, parce que je reviens encore sur des choses qu'on entend dans l'espace public, donc cette perception que la Caisse ou que CDPQ Infra examinerait des projets de REM sans que ça soit intégré dans la planification de la RTM, ça n'existe pas. Non, puis on ne regarde pas des projets de REM. Quand la première étape de chaque approche qu'on a, c'est de regarder est-ce la solution de transport en commun puis j'en ai parlé plus tôt, je ne veux pas revenir là, mais sur notre approche et notre méthodologie. Puis là, on regarde toutes les technologies. On regarde si c'est des tramways, quelles sont les conséquences. Pas juste la technologie. Oui, on peut toujours faire un tramway, mais quels sont le bilan économique, l'achalandage, puis tous ces aspects-là. Puis on le fait systématiquement. Il se trouve qu'en fait, si vous regardez, mais là, je ne veux pas être trop philosophique, mais à la fin, les études, les simulations, puis on le montre, disent, la solution, c'est un système de métro automatisé. Parce que c'est ce qui répond le mieux aux besoins d'achalandage, aux besoins de fréquence, à la distance et l'aspect économique. Je pense que c'est aussi lié profondément à l'environnement de Montréal. C'est qu'en fait, l'environnement de Montréal se prête à ces technologies-là, ne serait-ce que pour à cause de la densité de la ville. Si vous regardez, vous avez donné avant comme exemple Paris et New York, il y a des systèmes de métro très développés. Puis, c'est quoi? Paris et New York doivent être dans les 10 villes les plus denses au monde, même si ça n'a pas l'air d'être... C'est le cas avec ces systèmes-là. Si on avait la même densité ou la même réalité de ville, on n'arriverait pas avec des REM. Puis, c'est tout. En fait, je pense que ça répond à la question, mais... Oui, en fait, le choix de la solution dépend non seulement de la solution technologique possible, mais aussi de tout ce facteur-là, la densité, les distances à parcourir, les horaires de forte densité de déplacement aussi. Tous ces éléments-là. Tous ces éléments-là. Peut-être une dernière question. Quand le projet de REM a été évoqué pour la première fois, je me souviens, j'y étais, j'avais entendu Michael Sabia, j'ai eu des discussions dès le départ. C'était évoqué, la Caisse a déjà une expertise, mais va approfondir son expertise et éventuellement pourra exporter, entre guillemets, cette expertise, c'est-à-dire avoir des projets ailleurs sur la planète. Il est évoqué un projet de train léger à Auckland, il est évoqué. Je voudrais vous entendre, est-ce que c'est vous, au sens de CDPQ Infra, qui allez directement à l'étranger tenter de vendre l'expertise et éventuellement d'obtenir ce type de mandat ailleurs sur la planète? C'est clair que ça fait partie de la vision à moyen terme, même pas à long terme, de CDPQ Infra. J'ai pu le dire avant, je pense qu'on a consolidé une expertise, mais c'est pas, encore une fois, c'est une expertise à Montréal et au Québec, globalement, qui s'est consolidée. Puis ça, nous, on pense que ça va faciliter une approche à l'extérieur pour ces projets-là. On a eu un premier projet à Auckland, où en fait, ça ne faisait pas partie d'une démarche active. C'est un fonds de pension, l'équivalent de la Caisse des dépôts en Nouvelle-Zélande,
qui sont venus nous voir à cause de notre expertise en gestion des infrastructures. Ils nous ont demandé, on a regardé ensemble un projet qu'on a présenté au gouvernement dans le cadre d'un appel d'offres, qu'on a gagné, ça a été public, puis sur un modèle similaire, c'est-à-dire vraiment similaire à ça. Malheureusement, il y a eu ils ont lancé des élections, puis pour des raisons plus politiques, on avait gagné le processus, on a décidé d'annuler le processus et de recommencer avec un développement différent. Mais pour résumer, oui, la volonté, c'est de faire des projets à l'extérieur. Première cible, c'est bien évidemment l'Amérique du Nord. On veut consolider aussi CDPQ Infra. On est parti il y a 6 ans, même pas, 5 ans. On était une entreprise qui démarrait un projet. Aujourd'hui, on a un projet en réalisation, un autre en étude détaillée. L'ensemble va faire presque 100 km de réseau à Montréal. On étudie d'autres projets. Donc, on structure dans ce sens-là pour être capable de réaliser ça. Puis, objectif 2, puis là, c'est pas, on voudrait bien le faire plus vite, mais la Covid n'aide pas, c'est exporter ce modèle-là en Amérique du Nord, simplement dans d'autres provinces au Canada. Puis, c'est sûr qu'on a beaucoup d'appels en ce sens-là. Je vous écoutais, puis j'avais l'impression d'entendre le président d'une start-up qui dit on a une croissance très rapide et ça nous met beaucoup de pression. Il y a un peu de ça dans ce que vous décrivez. Oui. Ça en est non, ben oui. Finalement, c'est des PQ. C'est une grosse start-up. C'est sûr qu'on fait éventuellement. Il y a beaucoup de. Oui, mais c'est une start-up, au fond. Écoutez, c'est le temps qu'on avait. Je vous remercie. Moi, je veux terminer en disant, parce que beaucoup de gens nous ont dit, quelle est la position de la Chambre de commerce et du milieu des affaires par rapport à ce projet de REM de l'Est? Et moi, ce que je veux dire sans aucune ambiguïté, c'est que le milieu des affaires soutient le projet de REM de l'Est. Clairement, la zone de l'Est a été on a sous-investi dans le transport collectif vers l'Est. C'est une solution qu'on réclamait depuis des années. Et si ça prend un mode aérien au centre-ville pour desservir l'Est et tous ses habitants et souterrains, bien, c'est ce que ça prendra, un mode en aérien. Il faudra s'assurer qu'on le fait bien. Il faudra regarder. J'ai hâte de voir ce que vous allez proposer. Il faudra s'assurer qu'on le fait de façon transparente, que tout le monde a l'occasion de voir venir. Comme vous l'avez dit, on va s'engager à ce qu'on va construire avant de commencer à le construire. Mais je vous le dis, sans aucune ambiguïté, c'est absolument essentiel que le centre-ville soit relié vers l'Est avec une infrastructure comme celle-là. Donc, nous serons un allié, nous serons un partenaire tout au long du projet. Donc, encore une fois, merci, M. Arbault, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et pour ceux qui nous écoutent et que ça pourrait intéresser, jeudi 6 mai, ça vient vite, on recevra le Dr Carl Weiss, une de nos stars, je l'appelle moi-même une star de la pandémie presque, chef de la division des maladies infectieuses de l'Hôpital général juif de Montréal, où on va discuter de la reprise économique bien contrôlée d'un point de vue sanitaire. Donc, c'est un rendez-vous bientôt, 6 mai, avec le Dr Carl Weiss. Encore une fois, merci, Jean-Marc. Merci beaucoup.